Novembre 2024. À 82 ans, Eddie Mitchell fait trembler le monde du show business français avec une autobiographie explosive. Dans ce livre, il ne prend pas de pincettes, il dit tout, sans détour, sans filtre, avec cette franchise brutale qu'il a toujours définie. Johnny Hallyday, son frère de scène pendant 60 ans, n'est pas épargné. Les pages sont traversées de colère, de tendresse et surtout d'un aveu glacial. Je lui en veux. 3 mots comme un coup de couteau dans la mémoire collective d'un pays qui vénère encore son idole. La France entière s'interroge. Comment Eddie Mitchell, ce compagnon de route indéfectible, celui qui a partagé les tournées, les excès, les rires et les galères avec Johnny, peut-il proférer une telle phrase? Pourquoi maintenant, après 7 années d'un silence presque religieux, et surtout, à qui s'adresse-t-il vraiment? À l'homme, au mythe ou à la légende devenue monument? Eddie Mitchell, lui, ne se cache pas. Dans ses interviews, il rejette sans ménagement la mise en scène de la mémoire de Johnny, les albums posthumes, de la récupération commerciale, le concert hommage organisé par Laetitia, une mascarade, la statue à Bercy, une catastrophe de mauvais goût. Il parle avec la désinvolture de ceux qui ont tout vu, tout vécu et qui n'ont plus rien à prouver. C'est pas du cynisme, c'est de la lucidité. Car au fond, ce que dit Eddie, c'est que la mort de Johnny a ouvert une ère de faux semblants, une industrie du souvenir où la douleur se monnaie, où la mémoire devient marchandise. Lui refuse d'y participer. Ce refus, cette colère contenue, cette fidélité, farouche à une amitié passée au feu du temps, en disent bien plus que des larmes versées devant une caméra. Et dans cette tempête médiatique, Eddie n'essaie même pas de calmer les vagues. Il les provoque. Parce qu'à son âge, il préfère les vérités qui fâchent au silence complice. Et peut-être, derrière cette dureté apparente, se cache simplement la détresse d'un homme qui n'a jamais su dire adieu à son frère autrement qu'en se fâchant contre lui. Bien avant les feux des projecteurs et les stades remplis, il y eut 2 gamins du Paris populaire. Claude Moine, qui deviendra Eddie Mitchell, et Jean-Philippe Smet, futur Johnny Hallyday. Tous deux naissent dans l'après-guerre, dans une France grise, blessée, où la jeunesse rêve d'Amérique. Ils grandissent dans ces quartiers où la musique est la seule échappatoire, où la rébellion tient lieu d'éducation, et où l'on apprend vite à dissimuler sa tendresse sous une carapace de défi. Eddie, fils d'un cheminot et d'une mère aimante, découvre très tôt le rock'n'roll grâce au disque importé clandestinement d'Elvis Presley. Johnny, lui, est déjà une énigme. Élevé par sa tante, élevé loin de sa mère, il grandit dans la solitude et l'admiration des stars américaines qu'il imite dans les vitrines de Pigalle. Leurs chemins se croisent à la fin des années 50 dans les clubs enfumés de la rive droite où se pressent les premiers yéyés. Ce soir-là, 2 garçons qui se reconnaissent à la première note, l'un a la rage, l'autre le feu. Leur amitié est immédiate, instinctive, presque animale. Ils deviennent inséparables. Ensemble, ils fondent les Chaussettes Noires avant qu'Eddie ne prenne son envol solo, tandis que Johnny explose comme le phénomène national que la France attendait. Mais loin de la rivalité, c'est la fraternité qui les unit. Eddie, plus réfléchi, devient une sorte de grand frère, un garde-fou pour ce Johnny, toujours au bord du gouffre. Ils traversent les décennies comme 2 survivants d'un même champ de bataille, les tournées interminables, les nuits blanches, les bagarres, les femmes, les drames. Dans les années 70, ils s'appellent chaque jour, s'invitent sur scène, se moquent du succès, se moquent d'eux-mêmes. On n'était pas amis, on était frères, dira plus tard Eddie. Mais derrière cette fraternité flamboyante se cache une blessure invisible. Johnny a toujours eu besoin d'amour, d'admiration, d'un public pour combler son vide intérieur. Eddie, lui, a toujours cherché la stabilité, la pudeur, l'équilibre. L'un vivait à 100 à l'heure, l'autre observait, impuissant, ce feu qui dévorait son ami. 2 âmes liées par la musique, mais séparées par leur façon d'affronter la vie. Ils s'aimaient, c'est vrai, mais comme 2 frères trop proches, leur amour portait en lui les germes de la douleur. Leur complicité, forgée dans la sueur des studios et les nuits enfumées de Saint-Germain-des-Prés, semblait indestructible. Eddie et Johnny, 2 faces d'une même pièce, l'un, le feu ardent, impulsif, incontrôlable, l'autre, la sagesse discrète, la fidélité tranquille. Ensemble, ils gravaient une légende, celle du rock français, celle d'une génération qui rêvait d'Amérique. Mais le succès, comme une lame à double tranchant, finit par entailler ce lien sacré. Johnny, dévoré par les tournées,
les addictions et les amours destructrices s'éloignent. Eddie, impuissant, regarde son frère d'âme s'enfoncer dans une spirale sans retour. Je ne pouvais plus le raisonner. Avoue raté, des années plus tard. Les soirées se font plus sombres, les silences plus lourds. Johnny multiplie les colères, les absences, les trahisons amicales. L'homme flamboyant s'éteint peu à peu derrière les projecteurs. Et Eddie, fidèle malgré tout, reste là, témoin silencieux d'une autodestruction qu'il presse inévitable. Puis vient la fin brutale, inacceptable. Johnny meurt à 74 ans, terrassé par la maladie, laissant derrière lui un vide abyssal. Ce jour-là, Eddie ne perd pas seulement un ami, il perd une part de lui-même. Car, entre eux, il n'y avait jamais eu de contrat ni de promesse. Seulement une fraternité viscérale, née de la scène et du sang versé ensemble sur l'autel du rock. Mais dans les mois qui suivent, le deuil prend une tournure amère. Ce qui aurait dû être un recueillement devient un champ de bataille. Les médias s'emparent du drame, les proches s'affrontent. Et pour la première fois, Eddie sent la colère monter. Un frère vient de mourir, mais autour de lui, les vautours se préparent déjà à dévorer sa mémoire. À peine la poussière de Saint-Barth reposée sur la tombe de Johnny, une autre guerre commence. Non plus sur scène, mais dans les tribunaux, dans les plateaux télé, dans les colonnes des journaux. L'idole, à peine disparue, son héritage devient une bombe à retardement. D'un côté, Laetitia Hallyday, la veuve rayonnante de Malibu, maîtresse du patrimoine et des droits d'auteur. De l'autre, Laura Smith et David Hallyday, les enfants du premier royaume, exclus du testament comme des étrangers. Eddie Mitchell, lui, observe d'abord en silence. Pendant des décennies, il a vu Johnny aimer, détruire, recommencer. Il connaît la mécanique du chaos, mais lorsque les interviews s'enchaînent, lorsque la mémoire de son ami devient un outil de communication, il ne peut plus se taire. Tout cela, c'est indécent, lâcheté, il dans un souffle. Les caméras se braquent aussitôt sur lui. Eddie, le frère du rock, celui qui ne parlait jamais, ose remettre en cause la mise en scène d'un deuil devenu spectacle. Dans son regard, il y a de la douleur, mais surtout de la désillusion. Il ne reconnaît plus le monde qu'ils avaient bâti. Là où Johnny chantait la liberté, on ne parle plus que de droits, de royalties, de contrats. Là où il rêvait d'éternité, on érige des statues sponsorisées, des concerts hommages calibrés, des coffrets collecteurs produits à la chaîne. Eddie, fidèle à sa pudeur, refuse d'y participer. « Je n'ai pas besoin de vendre mon amitié », confiera-t-il plus tard. Pour lui, Johnny n'était pas une marque, mais un frère. Et les frères ne se pleurent pas à la télévision. Ce refus lui vaudra l'isolement. Certains le jugent amer, d'autres ingrat. Mais lui s'en moque. Car au fond, il sait, celui qu'il a connu n'existe plus que dans ses souvenirs. Le reste, tout ce bruit, ces héritiers en guerre, ces journalistes en quête de drame, n'a plus rien à voir avec le Johnny qu'il aimait. L'héritage est devenu poison, et Eddie lassé choisit le silence plutôt que la compromission. Les années passent, mais le cirque continue. Chaque mois semble apporter sa nouvelle commémoration, un concert hommage à Bercy, une statue de bronze inaugurée à Marseille, une exposition sponsorisée à Paris. Tout, absolument tout, devient marchandise. On vend Johnny en t-shirt, en parfum, en édition limitée. Le rock se transforme en business. Eddie Mitchell, lui, regarde ce spectacle avec un mélange de colère et de tristesse. Pour lui, ces hommages n'ont rien de sincère. Johnny aurait détesté ça, confie-t-il à un journaliste. Il n'était pas une idole de musée, il était vivant, brut, incontrôlable, mais dans ce nouveau monde aseptisé, on préfère les mythes dociles aux hommes vrais. Les discours lissés remplacent les rugissements du rock. Les héritiers monnaient les souvenirs. Les producteurs transforment le deuil en événement. Eddie, révolté, refuse d'y prendre part. Quand il découvre le projet d'une statue officielle de Johnny, installée sur une Harley chromée comme sortie d'un clip de publicité, il explose « une statue à la con », lâche-t-il. Ces mots, crus et sincères, résonnent dans toute la presse. Certains s'en indignent, d'autres applaudissent, mais lui, il s'en fiche. Il a dit ce qu'il devait dire. Pour lui, l'amitié n'a jamais eu besoin de décor en bronze. Elle vivait dans les nuits passées à rire, à chanter, à se disputer comme des frères. Elle survivra dans les chansons, dans la mémoire de ceux qui ont vu Johnny brûler pour de vrai, pas dans les commémorations glacées. Peu
Être est cela, le véritable drame, voir son frère trahi une seconde fois, non par les femmes ou la drogue, mais par la société du spectacle. Celle qui transforme les morts en marques, les douleurs en campagne promotionnelle. Eddie le sait, en refusant de se prêter au jeu, il s'exclut du club des gardiens de la mémoire. Mais qu'importe, sa loyauté va à l'homme, pas au mythe, et tant qu'il vivra, il défendra cette vérité, la celle d'un Johnny indompté, humain, vulnérable, bien loin de la caricature qu'on exhibe aujourd'hui. Alors, comme pour clore le cercle, Eddie Mitchell a choisi de parler une dernière fois, non pas aux caméras, mais à travers une chanson. Un petit peu d'amour, quelques accords simples, une voix fatiguée, des mots sans fioriture. Tout Johnny est là, dans ces silences entre les phrases, dans cette pudeur qui en dit long. C'est pas une lamentation ni une revendication, c'est un murmure d'adieu lancé vers l'ami disparu. Il n'y a plus de rancune, plus de colère, seulement ce constat lucide. Johnny était un homme plein de contradictions, de grandeur et de fragilité. Il n'a jamais cherché à être un modèle, seulement à exister plus fort que la mort. Et c'est sans doute pour cela que, même disparu, il continue de hanter ceux qui l'ont aimé. Eddie, lui, ne veut plus se battre, il a compris que certaines blessures ne se referment pas, que le silence parfois est la plus belle forme de fidélité. Aujourd'hui, il parle peu, chante encore, mais différemment. Il garde dans le cœur ce frère qu'il n'a jamais cessé d'aimer malgré tout. Car au fond, derrière la rage, derrière les non-dits et les ruptures, il reste cette vérité simple. Johnny et lui ont partagé quelque chose qu'aucune guerre d'héritage, aucune statue ridicule, aucun scandale ne pourra effacer. Deux hommes, deux frères de rock, unis pour toujours dans le vacarme et le silence. Et dans ce dernier refrain, Eddie ne chante pas seulement pour Johnny, il chante avec lui comme au premier jour.